On dit qu'il a eu beaucoup de chance, qu'il y a un alignement de planètes formidable, c'est vrai. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il le théorise et il l'anticipe. Je raconte dans le livre, c'est-à-dire que nous sommes en septembre 2016, la primaire de la droite doit se tenir fin novembre 2016. Et je lui dis, donc, évidemment, tu devras affronter Alain Juppé. Il me dit non. Si, tu vas devoir affronter Alain Juppé. Alain Juppé va gagner la primaire de droite, c'est écrit dans les sondages, on le sait. Il me dit non, Juppé ne gagnera pas du tout la primaire de la droite. Je dis quand même, les sondages sont très clairs. Il me dit oui, mais Juppé, il est en mode planeur. Les vents porteurs ne seront pas porteurs jusqu'au bout, il se crachera. Il faut être en mode avion, réacteur plein gaz. C'est terminé, il n'a aucune chance de gagner. Bon. Même chose, on est en mi-octobre, je lui dis, quand même, il va falloir tuer Hollande à un moment ou à un autre. Enfin, voilà, Hollande va se présenter. Il me dit non. Hollande ne se présentera pas, il est déjà mort. Très bien. Ensuite, la primaire de gauche commence. Et je lui dis, Valls, ça va être un candidat sérieux, parce que c'est pas un gentil. Et il me dit, oui, c'est pas un gentil, mais il va perdre, donc c'est pas grave. Très bien. Alors, la chose qu'il n'avait pas prévue du tout, et qui va vraiment beaucoup l'aider, effectivement, c'est les affaires de Fillon. En revanche, il intègre d'emblée que Fillon ne sortira jamais. Il est convaincu que Fillon restera accroché comme la moule au rocher jusqu'au bout. Je me souviens même de ce fameux matin, vous savez, où Fillon doit venir au salon de l'agriculture, il annule sa présence au salon de l'agriculture, il convoque la conférence de presse. Et là, je me souviens, on se parle, lui et moi, et je dis, bon, tu vois, j'avais raison, finalement, tu vas devoir affronter Juppé, puisque tout le monde pense à ce moment-là que Juppé va être le recours, etc. Et il me dit non. Enfin, je dis si. Et il me dit non, et avec une phrase terrible qui est, François Fillon, c'est un bourgeois du 19e siècle, il ne voit pas où est le problème. Il a à peu près toujours eu un ou deux coups d'avance dans cette affaire, une forme de... J'ai envie de dire, si tu as les numéros du loto, donnez-nous, parce que franchement, on peut jouer. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il avait anticipé des mouvements profonds de l'opinion française et de l'état d'esprit français qui, évidemment, correspondait à l'offre politique qui était la sienne à ce moment-là. Très vite, lui, a la conviction qu'il va l'emporter. Moi, ça viendra beaucoup plus tard. Je mettrai beaucoup plus de temps à admettre qu'il peut l'emporter. Je commence à l'imaginer en janvier, à peu près, alors que les affaires Fillon n'ont pas commencé encore, parce qu'elles commencent le 25-26 janvier. Parce que justement, il y a ça chez lui. Cette espèce de résolution totale, de détermination absolue et de conviction qu'il va l'emporter. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un où vous vous dites, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait perdre? C'est-à-dire qu'on est devant quelqu'un qui finit par vous convaincre qu'évidemment, il va gagner. Et comme il n'est pas du tout en proie au doute, vous-même, vous sentez pas autorisé à en avoir, d'une certaine manière, des doutes. Donc il emporte, c'est aussi ça qui a fait sa force, c'est-à-dire qu'il a une espèce de capacité d'entraînement des autres assez impressionnante, qui fait qu'à un moment, tout le monde a cru à cette chose-là, cette épiphanie. Vous savez mieux que d'autres, mais ce mouvement, évidemment, l'a porté aussi, ce mouvement qu'il a fabriqué, que oui, ça devient à un moment inarrêtable. Ça devient, oui, une évidence qui va gagner. Mais moi, j'aurais mis du temps à arriver à comprendre cela, beaucoup plus que lui. Il y a un temps très court, me semble-t-il, entre le moment où il décide d'être candidat et le moment où il pense qu'il peut être président. C'est-à-dire qu'il n'y va pas pour faire de la figuration. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je lui dis quand même au début, on est d'accord, tu prépares 2022, tu fais un tour de piste, etc. Il me dit pas du tout. Il me dit, moi, j'y vais pour gagner là, souci. Donc là, je me dis, c'est encore pire que ce que je croyais, c'est un petit peu faux. Il a cette conviction-là parce qu'il a fait un diagnostic politique qu'on connaît. Les Français n'en peuvent plus de la vieille caste politique qui règne sur la France depuis une trentaine d'années, de ces visages tristes qui se succèdent. Les Français n'en peuvent plus non plus du tic-tac de la droite et de la gauche qui ne produit finalement pas de résultats opérationnels depuis de nombreuses années. Les Français ont envie de pratiquer une forme de dégagisme, appelons ça comme ça, et lui veut incarner cela, ce renouvellement, se débarrasser du vieux monde, comme il le dit, pour essayer de tracer autre chose. Et au fond, quand vous regardez les scores des trois candidats qui ont prôné une forme de dégagisme, c'est-à-dire Le Pen, Mélenchon, Macron, ces trois scores additionnés font 2 tiers des voix. C'est-à-dire que les Français ont exprimé quelque chose de profond qui était de se débarrasser, effectivement, puisque les deux partis traditionnels qui ont structuré la République depuis 50 ans n'étaient pas ni l'un ni l'autre au deuxième tour de la présidentielle et que ce n'est pas tout à fait le fait du hasard. Donc la force de Macron, je pense, c'est d'avoir anticipé cela, d'avoir compris que ce moment-là était sans doute arrivé. Et que donc lui pouvait incarner un dégagisme acceptable, c'est-à-dire un dégagisme rassurant, un dégagisme centré, central, alors que les autres sont des dégagismes extrêmes, donc pas rassurants et finalement aventureux.